Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cet entretien spécial. Elle est classée par Forbes Magazine parmi les 10 femmes les plus puissantes au monde. En 2007, elle fut la première femme à prendre les rênes du ministère français de l'économie et des finances. Et aujourd'hui, elle est à la tête d'une des institutions financières les plus importantes au monde. Et c'est un immense plaisir de la voir sur ce plateau. Christine Lagarde, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci de répondre aux questions de Média TV. Donc, nous sommes ici à cette conférence Opportunité pour tous, organisée à Marrakech et qui traite donc des questions relatives au Maghreb. Vous le savez, la question du Maghreb aujourd'hui relève de plusieurs pays. La Tunisie, on remarque une certaine gronde sociale. La Libye, un manque de stabilité sécuritaire en l'occurrence. L'Algérie et cette pression sur le dinar. Le Maroc, pour le moment, les voyants sont au vert. Êtes-vous optimiste aujourd'hui pour cette région de manière générale, Christine Lagarde? Nous sommes au FMI un peu plus optimistes que nous ne l'avions été pendant plusieurs années. On a relevé tout récemment nos prévisions de croissance pour l'économie mondiale à 3,9% pour 2018, pour 2019. Et on a au moins la satisfaction de voir que ce rebond cyclique se produit dans à peu près tous les pays du monde. Et je dis bien à peu près parce qu'il y a en Afrique et au Moyen-Orient certains pays qui ne bénéficient pas d'un tel rebond de croissance. Si on regarde les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord en particulier, on tourne aujourd'hui et notre prévision est d'environ 3,5%. 3,5%, c'est pas mal, me direz-vous, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on avait avant la crise. Avant la crise financière, c'est une région qui croissait à peu près 5,6% en moyenne. Donc, il y a un potentiel de croissance qu'il faut absolument reconstruire, il y a une productivité qu'il faut regagner, et il y a des pays qui sont en grande difficulté, soit en raison de conflits, soit en raison de troubles climatiques aussi, parce qu'il y a une transformation qui s'opère dans certains pays, et je crois que nous avons tous la responsabilité d'accueillir en particulier la jeunesse de ces pays. Je crois que les 5 millions de jeunes qui vont, au cours des 5 prochaines années, chaque année, entrer sur le marché du travail dans ces pays de la région, on a une responsabilité à leur égard. Il faut arriver à les intégrer, à les aider à trouver leur place. Vous évoquez cette inclusion des jeunes. Il est question aussi de l'inclusion de la femme, oui. Et sur le marché de travail, mais également pour des postes de prise de décision. Et en l'occurrence, j'aimerais qu'on parle, vu qu'on est au Maroc, de l'exemple du Maroc. Quel regard portez-vous sur la politique marocaine et les réformes entretenues et engagées, en tout cas, par le Royaume en la matière ? Alors, le Royaume du Maroc a engagé un certain nombre de réformes courageuses au cours des dernières années. Nous, on regarde principalement les politiques macroéconomiques, mais on regarde aussi ce que ça veut dire en termes de contribution à l'économie. Et dans ce domaine, clairement, les femmes marocaines ont un rôle important à jouer. Si je regarde sur toute la région, on est quand même dans une région du monde qui laisse le moins de place aux femmes pour entrer dans l'économie, pour trouver un job. Lorsqu'elles arrivent à trouver un job, en général, elles sont largement moins payées que les hommes, et bien souvent, elles se trouvent dans des secteurs informels. Ça, c'est pour ce qui concerne le marché de l'emploi. Si on regarde l'accès à la finance, dont on sait très bien que c'est un passeport indispensable pour les jeunes entrepreneurs, pour les petites et moyennes entreprises, là aussi, les femmes ont moitié moins de chances d'accéder à la finance et de le faire dans des conditions qui soient égales à celles des hommes. Donc, il y a une marge de manœuvre considérable et il y a un potentiel de talent et d'emploi qu'il ne faut surtout pas négliger. Parce que si on veut augmenter la croissance, il faut faciliter les contributions de tous, et en particulier des femmes qui sont formées. Alors, concrètement, est-ce que le FMI peut-être a des suggestions, on va dire, pour ces pays-là, notamment le Maroc, pour une meilleure inclusion féminine dans le marché du travail. Le ministère des Finances marocain a décidé dorénavant de faire ce qu'on appelle du gender budgeting. Qu'est-ce que c'est que le gender budgeting? C'est dans le travail d'élaboration de la loi de finances, dans le dialogue qu'ils ont avec les autres ministères au sein du gouvernement, c'est de dire qu'est-ce que vous allez dépenser qui va favoriser les femmes? Comment est-ce que vous allez faciliter
le deuxième emploi au sein de la famille, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Comment est-ce que vous allez financer des centres qui permettent aux mamans, de jeunes enfants en particulier, de confier en sécurité leurs enfants? Donc ça, je pense que c'est une bonne démarche. Il faut que la société civile continue à soutenir cet effort, parce que ça ne peut pas être juste la démarche d'un ministère, mais il faut continuer dans ce domaine. Il y a une certaine réticence envers les recommandations du Fonds monétaire international ou ce qu'on appelle les assainissements budgétaires. Et en l'occurrence, pour une certaine frange de la société ou de la population, notamment en termes qui craint une hausse des prix. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas pour le Maroc ? L'inflation au Maroc est très très largement maîtrisée et moi je ne vois pas à l'horizon proche, ni en raison des fondamentaux économiques, ni en raison des politiques monétaires, pourquoi est-ce que ça changerait. Je crois que les autorités économiques et financières du pays ont à cœur de faire du Maroc une destination d'investissement, un lieu que les marchés financiers considèrent comme étant solide, sûr, ce qui permet au Maroc d'emprunter à des coûts qui sont tout à fait compétitifs et ce qui permet d'attirer les investissements directs étrangers. Donc dans ce domaine, il y a un gros travail qui a été engagé et qui porte ses fruits. Vous savez, quand on regarde par exemple le développement d'activités industrielles, la manière dont le Maroc a été capable d'attirer de s'insérer dans une chaîne de valeur dans le secteur automobile par exemple ou dans le secteur aéronautique, c'est un travail qui a été de longue haleine et qui maintenant porte ses fruits, on le voit. Il y a aussi ce sujet d'actualité qui est le passage au régime de change flexible. Selon vous, quelle est la clé pour réussir cette transition ? Je crois que ce sont des clés qui ont été trouvées et utilisées par les autorités monétaires et les autorités financières. Je crois que le Wali, le gouverneur de la Banque centrale du Maroc, a fait les choses de manière très flexible, de manière très mesurée, de manière très graduelle. Je pense qu'il a fait un gros travail d'explication et le résultat, on est 15 jours après la mise en place de cette flexibilité, la monnaie est restée totalement stable. Les marchés financiers ont été extrêmement impressionnés par la manière dont ce mouvement s'est opéré. Je crois que le vrai test, plus que les appréciations de Pierre, Paul ou Jacques, c'est globalement comment est-ce que la monnaie fonctionne, comment est-ce qu'elle varie, est-ce qu'elle est restée stable? La réponse est oui. Vous avez déclaré récemment, puisqu'on parle de monnaie à Londres, que les crypto-monnaies pourraient bénéficier aux monnaies existantes et également à certaines politiques monétaires. Madame Lagarde, sous quelles conditions voyez-vous cette prophétie se réaliser ? Nous pensons que la technologie qui sous-tend ces cryptocurrencies est une technologie qui va déborder largement le cadre des monnaies virtuelles et qui sera utilisée dans tout un tas d'autres domaines parce qu'elle apporte un certain nombre d'éléments, elle permet la traçabilité sans modification des transactions et ça c'est un facteur qui peut être extrêmement propice, qu'il s'agisse par exemple des registres des hypothèques, qu'il s'agisse du cadastre, qu'il s'agisse de l'identification de transactions qui par ailleurs seraient difficiles à tracer. Pour autant, dans la mesure où des monnaies virtuelles pourraient être le soutien de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, de commerce bizarre sur les armes, sur la drogue, sur la prostitution, sur tout un tas d'activités sombres qu'on n'a pas envie de voir fleurir. Alors cette absence de transparence, cet anonymat systématique, ça nous paraît être un élément redoutable sur lequel il faut impérativement que, de manière beaucoup plus coopérative, les régulateurs se penchent, non pas pour éliminer, mais pour rendre beaucoup plus sûr l'ensemble de ces mécanismes. Il y a aujourd'hui, par exemple en Corée, une régulation qui a été utilisée précisément à l'encontre des des monnaies virtuelles, qui est la réglementation « Connaissez votre client », « Know your customer ». Ça a été très propice, très utile pour dire « bon, ok, c'est quoi le client ? Qui est derrière ?» Dernière question, juste sur justement la confiance mondiale en le FMI. La crise en Ukraine, Madame Lagarde, a démontré l'importance, la réelle importance du FMI, non seulement pour les grandes puissances telles que les États-Unis, mais aussi pour les petits pays.
Pensez-vous que cette intervention a, en quelque sorte, renouvelé la confiance en votre institution et en ses valeurs, mais aussi en ses policies, en ses politiques? Vous savez, je crois que l'institution, elle évolue. Elle évolue au fur et à mesure du temps, de la demande des pays et de la manière dont nos économies changent. On ne peut plus ne regarder que le baromètre budgétaire. On doit impérativement regarder le filet de sécurité qui est disponible pour les plus démunis, pour les plus pauvres. On doit impérativement regarder la contribution des femmes à l'économie. On doit impérativement regarder les écarts et en particulier les augmentations d'inégalités qui peuvent être redoutables pour l'équilibre social au sein d'une même économie. Donc de tout ça, il faut absolument qu'on soit les messagers, les porteurs de recommandations. Et il y a un domaine, puisque vous avez évoqué l'Ukraine, sur lequel nous sommes inflexibles et sur lequel nous nous sommes exprimés, c'est la lutte contre la corruption. On ne peut pas imaginer qu'une économie reste stable, en croissance, qu'un contrat social soit équilibré avec le maintien de pratiques de corruption. Donc c'est pour ça que ça fait aussi partie des réformes dont nous avons débattu avec les autorités ukrainiennes et dont j'espère qu'elles vont bientôt déboucher sur la finalisation de l'ensemble du plan. Christine Lagarde, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Média TV. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci pour moi aussi. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Média TV et Média TV Afrique.